Le panafricanisme serait-il une vue de l'esprit? Selon les théoriciens, rapportés par Wikipédia ou Wikipédia, le panafricanisme est un mouvement politique qui promeut l'indépendance du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains. C'est un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale. Le cœur de son principe consiste en la certitude que les peuples d'Afrique et de la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que leur progrès social, économique et politique est lié à leur unité. Son objectif ultime est la réalisation d'une organisation politique intégrée de toutes les nations et peuples d'Afrique. Le mot panafricain, entre guillemets, est apparu à la fin du XIXe siècle lors de la préparation de la première conférence panafricaine de 1900. Historiquement, l'idée se développe en réaction aux conséquences du démantèlement progressif de l'esclavage en Amérique. L'expansion du panafricanisme se retrouve dans les écrits et les discours de quelques figures fondatrices parmi lesquelles Edward Wilmot Blyden et Antenor Firmin. Au début du XXe siècle, d'autres figures telles que Benito Sylvain et W.E.B. Du Bois ou Joël Augustus Roget contribuent à l'affirmation politique du projet panafricain. Avec la décolonisation, celui-ci prend une ampleur nouvelle et se retrouve incarné par des dirigeants tels que Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, et etc. Encore aujourd'hui, le panafricanisme en Afrique, comme dans les anciennes puissances coloniales, dans les domaines politiques, économiques, littéraires ou culturels. La plus grande organisation panafricaine aujourd'hui est l'Union africaine. Voilà ce que dit la théorie sur le panafricanisme. Voyons à présent ce qu'il en est de la pratique de ce mouvement panafricain. Dans la pratique, au-delà de la théorie, l'Africain est combattu par son propre frère africain pour des intérêts personnels, à la différence des Européens qui sont solidaires entre eux. Les Européens se supportent, s'entraident, surtout en face d'un non-Européen, pendant que les Africains se torpillent, se jalousent, se méfient les uns des autres. Pareil pour les Asiatiques et les Hispaniques. C'est en milieu africain qu'on trouve encore des pratiques de sorcellerie dans le but d'empoisonner rien que pour éliminer l'autre Africain d'en face. Le conflit de leadership font place au maraboutage et au moi. Dans mon village, dans ma région, il faut que ce soit moi et surtout moi seul. Tout doit porter sur mon nom. Gare à celui qui va oser être sur mon chemin. Je comploterai contre lui et il perdra son poste de travail. Il n'aura plus l'estime de son patron. Il perdra sa notoriété. C'est ce genre de personnes qui sont à la fois ministres, députés, présidents des conseils régionaux, chefs de village, etc. dans leur région. Ces pratiques sont encore plus fortes à la veille de chaque élection et à la veille de chaque remaniement ministériel. Je suis le président de la République. Je suis le ministre. Je suis aussi député. Je suis le plus instruit et le plus haut diplômé universitaire de ma région. Le plus gradé. Je suis aussi PDG. Je suis DG. Je vis en Europe, au Canada, aux USA. Je ne suis pas n'importe qui. Etc. etc. Tout doit porter mon nom. On doit me vénérer. Surtout, on ne doit jamais me contredire. Voilà dépeint l'Africain égoïste dans toute sa splendeur.
Il y a un manque de solidarité entre les dirigeants africains, tous hypocrites les uns envers les autres. Les Africains ne s'aiment pas entre eux. Ils sont prêts à comploter, à regarder avec mépris, dédain, jalousie leur confrère africain qui a réussi. L'esprit d'en découdre avec lui spirituellement ou même physiquement. Tous les dirigeants africains, démis de force, sont le fait d'autres Africains qui ont comploté contre eux. Les exemples sont nombreux, mais je ne veux pas citer de nom volontairement pour ne pas heurter qui que ce soit. Dans le lieu de travail, l'ennemi de l'Africain, c'est encore l'Africain. L'Africain devenu patron va torpiller les Africains qui ne sont pas du même pays d'origine que lui, jusqu'à ce que ceux-ci démissionnent ou soient renvoyés. Les Africains se regroupent par affinité socio-culturelle. Les ressortissants d'un même pays se regroupent, se retrouvent entre eux. À l'intérieur même de chaque pays, des sous-groupes se forment par ethnie ou par religion. À l'intérieur des groupes ethniques, le réflexe familial apparaît. À ce niveau micro-familial également, des discriminations apparaissent entre les membres d'une même famille. Les enfants ne s'aiment pas. Au décès des parents, c'est le pire, car chacun va de son côté après avoir dilapidé l'héritage laissé par les défunts parents. Dans ce mouvement dit panafricaniste, que dit-on des Africains arabes ou Africains blancs? Quelle est leur position vis-à-vis même du panafricanisme? Il semble que pour les Marocains, Égyptiens, Algériens, Tunisiens, etc., le panafricanisme ne concerne que les Noirs d'Afrique, pas eux, les Blancs d'Afrique. Regardons leur comportement depuis l'histoire jusqu'à nos jours vis-à-vis des autres Africains. Il se dit que la traite des Noirs serait aussi partie de là. Les Blancs se seraient servis des Africains arabes pour maltraiter les Africains noirs. Ici, aux USA, les Noirs américains ne se sentent pas africains à quelques 2% près. Ils regardent même les Africains avec mépris. Il y a deux sentiments qui les animent. Le premier sentiment est qu'ils n'apprécient pas d'avoir été vendus par les Africains lors de l'esclavage. Le second sentiment est qu'ils estiment que les Africains viennent prendre leur place dans les boulots et dans les programmes d'assistance sociale. Ils traitent même les Africains d'hommes et femmes sales et pauvres sans éducation. Voilà rapporté brièvement la pratique du soi-disant mouvement panafricanisme. Voyons à présent ce que j'en pense. De mon point de vue, j'estime, compte tenu de ce qui précède, qu'il y a un contraste entre ce que, théoriquement, le panafricanisme est censé prôner et son utilisation pratique. Pour moi, le panafricanisme doit cesser d'être une vue d'esprit et revoir ses ambitions, ses objectifs, en commençant à la maison d'abord. Le panafricanisme a beaucoup de travail à faire. Dans la famille, le panafricanisme doit commencer par sensibiliser, apporter des messages sur l'éducation parentale, l'amour du prochain, la solidarité, l'entraide en rejetant l'esprit de la jalousie. Au sein des familles africaines, les valeurs culturelles africaines doivent être inculquées à l'enfant très tôt. L'enfant doit grandir avec des préceptes d'amour de soi, d'amour d'autrui et surtout d'amour et de partage entre Africains. L'éducation nationale doit intégrer ces préceptes fondamentaux aussi dans le cursus pédagogique des élèves et étudiants. Le panafricanisme ne doit pas être perçu comme un mouvement dirigé contre les non-africains, mais un mouvement d'amour et d'entraide entre Africains. Le panafricanisme doit également prôner l'amour de soi, la fierté d'être né africain et sans complexe. Donc, s'aimer, aimer les autres et accepter sa réussite, le succès de l'autre,
sans chercher à le nuire, mais plutôt à faire comme lui, tout en cherchant son propre chemin de réussite. Je ne suis pas d'accord avec les défenseurs actuels du panafricanisme, qui se dressent uniquement contre les non-africains, notamment les Occidentaux. Les Occidentaux ne peuvent rien faire si les Africains que nous sommes soudés dans l'amour, dans le travail, si nous nous supportons mutuellement. Ils ne peuvent jamais fissurer nos murs. Au village, on dit que tant que tu n'as pas livré ton mouton, celui-ci pourra toujours vivre dans le village sans être inquiété. Ce sont les Africains qui ont toujours livré leurs propres frères africains. Si l'ennemi vient avec la force, qu'il trouve un peuple soudé, déterminé, il ne pourra pas exterminer tout le monde. Quel que soit le nombre de bateaux de pêche, il y aura toujours beaucoup de poissons dans les eaux. Donc, ces ennemis repartiront découragés. On l'a vu en Asie. Les Américains ont abandonné la guerre d'occupation aux Philippines et en Indonésie. Pareil pour les Anglais. C'est en Afrique qu'ils ont trouvé certes des résistances. Aussi, mais des résistances émiettées, dispersées, qui ne pouvaient pas les inquiéter, d'autant plus que les Africains n'étaient pas solidaires entre eux. Regardez par exemple ce qui se passe dans les importations de produits de consommation. C'est en Afrique qu'on déverse les produits avariés, les produits de seconde main, les produits restés longtemps dans les congélateurs, et ces produits sont source de cancer avec la complicité de nos dirigeants qui privilégient les importations de produits alimentaires et autres. Non seulement ces produits nuisent à la santé des populations, ils défavorisent aussi les entrepreneurs nationaux dont les produits sont jugés de seconde zone. On devrait promouvoir la production nationale concrètement, non pas du bout des lèvres, promouvoir également le commerce interafricain, la circulation interafricaine, mais non, nous ne faisons que faire le contraire. Nos propres organisations, comme l'Union africaine, la CEDEAO et j'en passe, sont sous tutelle et donc sous contrôle des Occidentaux avec notre propre complicité. Alors, chers défenseurs du panafricanisme, cessez de dire que nos problèmes en Afrique, ce sont les autres. Avant d'accuser les autres, nous-mêmes, que faisons-nous et qu'avons-nous fait depuis? Pourquoi les Asiatiques l'ont réussi et pourquoi pas nous? Nous avons même honte de notre propre culture. Nous avons honte de notre histoire. Nous avons honte de nos langues. Nous avons honte de nos habits. Nous avons honte de nos danses. Et nous avons honte de tout ce qui vient de nous. J'estime que le panafricanisme doit être redéfini pour mieux réorienter le mouvement. Nous devons cesser de pleurer que les autres nous frappent alors que c'est nous-mêmes qui leur donnons l'opportunité de nous frapper. Les Occidentaux ne cherchent que leurs intérêts économiques à travers les alliances et les soi-disant amitiés. Pourquoi acceptons-nous des espions occidentaux dans nos réunions en Afrique sous couvert de partenariat? Pourquoi n'avons-nous pas le courage de dire, par exemple, que cette réunion est réservée exclusivement aux Africains? Pourquoi l'Union européenne participe-t-elle au financement de l'Union africaine? Et cela ne dérange personne en Afrique. Pourquoi les dirigeants africains évitent-ils d'approcher un de leurs que l'Occident évite de rencontrer? L'amitié entre l'Africain et le Blanc est basée sur l'hypocrisie, avec un fond de complexe de supériorité du Blanc et un complexe d'infériorité de l'Africain. Pendant que l'Africain est fier d'avoir un ami blanc, celui-ci ne cherche dans cette relation que d'autres objectifs. Comment ont terminé les Bokassa, les Mobutu, les Nasser, les Idi Amin Dada? Posez-vous bien cette question et vous saurez de quoi il est question. Tous ceux qui se prenaient pour des amis des Blancs. Les dirigeants africains doivent aussi cesser de s'appuyer sur les Occidentaux pour s'accrocher au pouvoir contre le gré de leur population. Les dirigeants africains doivent
accepter la transparence dans la gestion des élections afin que les Occidentaux commencent un jour à nous respecter. Nous devons pratiquer la démocratie comme ils la pratiquent chez eux en Occident, et vous verrez qu'ils arrêteront de nous manipuler. Alors, amis du panafricanisme, la balle est plutôt dans notre propre camp, c'est-à-dire nous les Africains. En conclusion, si le panafricanisme fait la promotion de l'estime de soi, l'amour du prochain, la solidarité, le respect des valeurs culturelles africaines, la rigueur dans le travail, personne ne viendra nous manipuler. Personne ne viendra nous diviser pour régner. Le panafricanisme doit revoir ses ambitions. Il doit être plus réaliste, se coller à l'évolution des temps modernes et se concentrer davantage sur les valeurs culturelles de la solidarité vraie entre Africains dans le travail pour le développement du continent. C'est un article de Dr Charles Koudou. Très bel article qui englobe tous les domaines de la réalité. Et ce que j'aimerais ajouter, qui ne se souvient pas que des Africains d'Afrique du Sud ostracisent, tuent d'autres Africains parce qu'ils ne sont pas sud-africains. Qui n'est pas au courant que Laurent Gbagbo, à travers son PPACI, qui fait aujourd'hui de la prestidigitation politique un magicien de mauvais aloi, qui est en réalité un xénophobe, un raciste de la pire espèce, un ultra-gauchiste, un anarchiste, xénophobe, mais qui vient dire panafricanisme. En réalité, chaque fois que des politiciens africains ont utilisé le mot panafricanisme dans son concept, c'est toujours lorsqu'ils sont en situation de faiblesse. Et je cite Kadhafi. Lorsque Mohamed Kadhafi s'est senti affaibli et éloigné, et qu'il n'avait pas l'auditoire qu'il souhaitait dans le monde arabe, c'est là qu'il s'est accroché au soi-disant panafricanisme. Et chers chefs d'État, les valises remplies de billets de dollars que vous avez pris, aujourd'hui beaucoup crient panafricanisme parce que vous avez pris ces billets. Les avez-vous partagés avec vos pays? Les avez-vous partagés avec vos populations? Et donc, le panafricanisme, dans tous les concepts que le docteur Charles a décrits, demeure une vue d'esprit. Parce que ceux qui doivent incarner le panafricanisme ne sont pas ceux-là même qui font patte blanche. Et lorsque vous voyez un Africain utiliser le mot, c'est soit pour essayer d'endormir les consciences des autres, mais lorsque parvenu au pouvoir, vous verrez que Laurent Gbagbo est devenu un ultranationaliste qui va même se permettre, à travers Charles Blé Goudé, de brûler des humains vifs et surnommer cela l'article 125. Tellement tuer un homme coûtait tellement moins cher en Côte d'Ivoire. C'est dans ces mêmes conditions que lorsqu'un dirigeant africain qui n'a plus d'objectif politique, qui n'a pas de projet de société, pour s'attirer la sympathie des populations qui sont toujours dans les sentiments, il dira « moi je suis pour les Africains, j'aime tout le monde ». Mais c'est faux, parce que la réalité est toujours là pour rattraper les uns et les autres. Chères populations africaines, prenez conscience de vous-même. Prenez l'exemple d'un monsieur comme Kémy Séba, qui vient mentir aux populations africaines, que lui serait panafricain, et aimerait voir son idéal politique se réaliser dans tous les autres pays. Mais Kémy Séba oublie que nous savons que son père est du Bénin, de la République du Dahomey. Et lui-même réside au Dahomey, mais ne parle jamais du panafricanisme lorsqu'il est là-bas, devant Patrice Talon. Le Kémy Séba, alias Chichi Popo, ne parle jamais de panafricanisme au Bénin. Et donc, si le panafricanisme qu'il prône était une vérité, pourquoi il ne le dit pas et il ne le proclame pas d'abord au Bénin pour réaliser là-bas ce bonheur avant de le donner aux autres? Mais il faut qu'il trouve une junte aux abois au Mali. Il faut qu'il trouve une junte défaillante au Burkina Faso. Il faut qu'il trouve une junte défaillante en Guinée. Et chers élèves de la classe, remarquez que ces mouvements-là ne marchent pas dans les pays anglophones. Parce que l'Afrique, ce n'est pas seulement les pays francophones. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent manipuler facilement les francophones. Mais tenez-vous bien, il a son passeport français, qui est un passeport européen, qu'il garde jalousement dans sa poche. Et entre-temps, il va en Russie récupérer de l'argent avec la complicité de la Chine et de l'Iran. Il est payé par ces organisations-là pour essayer de créer la chienlit dans les pays francophones surtout.
Sinon, ils ne font pas ça. Est-ce que les anglophones africains ne sont pas panafricanistes? Mais pourquoi nos panafricains de pacotille n'y vont pas? Pourquoi Laurent Gbagbo n'y va pas? Et donc, faites vite de comprendre que c'est une grosse arnaque. Le panafricanisme est une grosse arnaque. Le jour que le panafricanisme va exister, quand nos 54 présidents vont s'asseoir et qu'ils vont lever les frontières, le jour que nos 54 présidents vont s'asseoir, ils vont dire aujourd'hui que tous les Africains peuvent circuler au nom d'un seul passeport. Le jour que nos dirigeants vont décider qu'aujourd'hui, nous n'aurons qu'une seule armée africaine, le jour que nos dirigeants décideront qu'il n'y aura qu'un seul président africain, c'est ce jour-là qu'on parlera de panafricanisme. Tout le reste n'est que dilatoire et la vie continue.